Cet ouvrage, The United States and the Armenian Genocide, History, Memory, Politics, publié par les presses de l'Université de Rutgers en 2024, étudie le rapport compliqué des États-Unis au génocide des Arméniens. Plus spécifiquement, il étudie, pour l'essentiel, les enjeux politiques de la reconnaissance et de la mémorialisation de ce génocide aux États-Unis, en se concentrant essentiellement sur le rôle de l'État fédéral. Concrètement, l'objectif est de comprendre pourquoi et comment les États-Unis passent d'une politique de soutien aux Arméniens ottomans durant les massacres de 1915 à un refus de reconnaître la réalité génocidaire de ces massacres des années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ce refus peut paraître surprenant car, dès la perpétration des massacres, la diplomatie états-unienne elle-même en affirme le caractère planifié et massif. Puis, durant l'entre-deux-guerres et après, celui qui crée et définit le concept de génocide, le juriste Raphaël Lemkin, utilise le cas arménien et le qualifie sans ambiguïté de génocide. Enfin, à partir des années 1970, la recherche académique lève tout doute possible. Malgré tout ceci, le Congrès des États-Unis ne se positionne formellement qu'en 2019 et l'exécutif en 2021 par un message du président Biden, toutefois remis en cause en 2025 par le président Trump. Si cette reconnaissance du génocide des Arméniens par les États-Unis est si longue à venir et demeure partielle jusqu'à ce jour, c'est en grande partie du fait de la Turquie. En effet, une des spécificités du génocide de 1915 est qu'il est activement nié à l'international par les autorités de la Turquie, l'État successeur de celui qui a commis les forfaits, l'Empire ottoman. Dans ce contexte, les Arméniens de la diaspora se sont mobilisés, dans la seconde moitié du XXe siècle en particulier, pour que le crime subi ne soit pas oublié et puisse être mémorialisé et commémoré dans de bonnes conditions. Aux États-Unis, les communautés arméniennes, bien organisées par deux groupes de lobbying depuis le début des années 1970, ont immédiatement fait face à l'hostilité de l'exécutif, peu enclin à froisser la Turquie, allié majeur de l'OTAN. Ces communautés se tournèrent donc, dès la fin des années 1960, vers le Congrès, plus sensible que l'exécutif aux questions de ce genre. Et ce fut le début d'une lutte politique longue et âpre. À chaque tentative des Arméniens américains et de leurs alliés pour obtenir un texte reconnaissant le génocide de 1915, la Turquie, secondée par l'exécutif américain, se mobilisait et parvenait à ce que le texte ne soit pas voté. Même si elles se soldèrent toutes par des échecs jusqu'à 2019, ces nombreuses tentatives du camp arménien, que l'ouvrage étudie dans le détail, permirent à la cause de la reconnaissance de se maintenir à l'agenda politique et même d'avancer par petits pas. En effet, certains de ces épisodes législatifs permirent des votes favorables à la Chambre des représentants ou au sein de certaines commissions législatives, et des avancées avaient également régulièrement lieu au niveau des États et à l'échelon local, ainsi que parmi la société civile. Si les blocages les plus forts ont toujours émané de l'exécutif, les situations furent plus nuancées qu'elles pouvaient paraître. Souvent, les présidents, au moins depuis Gerald Ford, avaient reconnu le génocide avant d'être élus. Beaucoup s'étaient même engagés à le reconnaître durant leur campagne présidentielle. C'est notamment le cas de Barack Obama. Donc la volte-face qu'ils opéraient systématiquement une fois élus n'était pas une décision politique aisée pour eux. Il faut souligner ici le rôle important de l'entourage des présidents ainsi que la force d'inertie des mastodontes administratifs que sont en particulier le département d'État, historiquement le plus opposé à toute reconnaissance du génocide, le département de la Défense et le National Security Council. Ainsi, cet ouvrage permet un regard inédit et particulièrement instructif sur les rouages institutionnels et politiques washingtoniens, et en particulier sur les rapports de force entre les différents acteurs institutionnels et non institutionnels. Par ailleurs, l'analyse détaillée des raisons de cette politique officielle de non-reconnaissance d'un génocide permet aussi un regard éclairant sur le rapport des États-Unis à l'histoire et en particulier aux pages sombres de l'histoire. En effet, si l'ouvrage confirme que la Turquie et son lobbying actif demeurent le déterminant principal de cette politique fédérale de non-reconnaissance, il met également en exergue le rapport compliqué des États-Unis au passé et montre que, pour certains élus conservateurs en particulier, reconnaître les crimes d'un État étranger, c'est prendre le risque de raviver la mémoire d'épisodes tragiques de l'expérience nationale états-unienne.
On pense en particulier à l'esclavage et à la destruction des populations autochtones, mais à d'autres questions également, comme les bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki par exemple. In fine, la question de la reconnaissance et de la mémorialisation du génocide de 1915 s'avère être un excellent indicateur du rapport à la mémoire historique d'un État et, en l'espèce, des difficultés états-uniennes à faire face aux chapitres sensibles de l'histoire. Voilà pour l'essentiel des éléments les plus significatifs de cet ouvrage. Bonne lecture.